Bonjour à tous et à toutes, on est ravis avec le professeur Valérie Moyle de faire les modérateurs de cette soirée, quand l'agitateur va faire une introduction sur cette thématique, sur les infections urinaires à l'heure du microbiote urinaire. On avait fait il y a quelques mois un jeudi de l'IHU sur le microbiote digestif, et donc là on a travaillé de plus en plus sur le microbiote urinaire, et donc on est ravis d'accueillir à la fois des infectiologues, néphrologues, urologues, pédiatres, microbiologistes sur une thématique sur ce microbiote. Voilà, je passe la parole à Didier Raoult pour une introduction sur infection urinaire, une maladie d'écosystème. Voilà, on est dans un changement de modèle de pensée extrêmement important pour les infections urinaires, très très important. On a, pour commencer, historiquement, on a confondu l'analyse des urines avec la définition des infections urinaires symptomatiques. Donc c'est Katz qui a fait ça, un grand médecin bostonien, et qui a défini le cadre à partir duquel on définissait ce qui était une infection urinaire à partir des infections symptomatiques, donc en reliant le nombre de cellules et le nombre de bactéries en termes de valeur prédictive positive d'une infection urinaire. Et on a fini par oublier que ce compte et cette quantification n'avaient de valeur que dans le diagnostic des infections urinaires et rien d'autre. C'est pour ça que ça a été mis en place. Et c'est très important d'avoir ça présent à l'esprit parce que finalement, c'est un mécanisme répétitif dans l'histoire des sciences. C'est que le cadre dans lequel les choses ont été définies finit par être oublié et on finit par penser que c'est une loi générale. Ce qui fait que des générations de médecins et d'enseignants, dont moi, dont toi aussi, ont enseigné une bêtise en disant que les urines étaient stériles. Il n'y a pas que les urines d'ailleurs, on pensait que les tissus et les fluides en dehors des muqueuses exposées étaient stériles. Et donc, c'est pas vrai. Et de manière très intéressante, tout le circuit qui s'est passé pour mettre ceci en évidence, je me rappelle que nous, on avait commencé à regarder ça il y a une trentaine d'années, malheureusement, pour les leucocytes aseptiques. On cherchait qu'est-ce qu'il y a, et donc il y a des gens qui disaient ah, c'est du mycoplasme, d'autres qui disaient c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de bactéries, mais c'était la seule chose qui nous attirait. On ne regardait pas les urines chez les gens qui n'avaient pas de leucocyturie. Ce n'était pas une question. Donc on avait un biais, on inocule 1 millilitre, ou 1 microlitre, ou 10 microlitres d'urine, donc on ne peut pas trouver s'il y a moins de 10 puissance 4, on ne peut pas le trouver. Et qui plus est, on avait regardé ce qui avait été identifié dans les années 50 comme étant les agents d'infection urinaire, c'est-à-dire les bactéries à croissance rapide qui poussent en moins de 48 heures et en aérobiose. Donc à partir de ça, on a construit, comme souvent, moi j'ai mis plus de 25 ans à déshabiller toute l'histoire de la peste pour comprendre comment ça marchait avec Michel Dancourt, comment on était parti de descriptions limitées pour en faire un roman. Et là c'est pareil, on a fait un roman, y compris le fait que les infections, ce qui est assez étrange d'ailleurs, parce que la romance peut aller très très loin, c'est que les infections urinaires étaient liées au fait que, alors c'est les urologues qui racontaient ça plus que nous encore, et que les infections urinaires étaient liées à la contamination vaginale parce que les femmes avaient un petit urètre. Enfin, c'est à sens unique ce truc, hein. C'est pas, ça ne remonte pas, c'est à sens unique ce truc. Hein. Alors je sais bien que l'urètre féminin est en général, des exceptions à tout, plus court que l'urètre masculin, mais les hommes aussi ont des infections urinaires. Pour des raisons que, en tout cas, moi je ne comprends pas. Alors peut-être effectivement c'est parce qu'il y a 2 sphincters, mais c'est pas de sens, elles n'ont pas de petites pattes pour remonter, les bactéries non plus. Donc il y avait cette perception qui était les urines sont normalement stériles et puis il se passe quelque chose, et en dépit du fait que les bactéries qu'on trouve dans les urines ne sont pas des bactéries vaginales, c'est idiot. Tout ça est une connerie, c'est idiot. Mais il n'empêche que c'est sorti, on s'est encore disputé là dans la nature avec les gens qui ont publié encore un truc en disant voilà, c'est une source vaginale, même ça n'a pas de sens. Regardez les bactéries d'infection urinaire, les bactéries du vagin, c'est pas les mêmes. C'est idiot. Et donc on est arrivé à construire un roman, les urines sont stériles, et puis de temps en temps, ça monte, alors pour les hommes on s'en fout, mais pour les femmes ça monte par le vagin, et hop, ça remonte le long de l'urètre et ça donne une infection urinaire. Les premières choses qui auraient pu nous faire penser que tout ça était idiot, c'était la première fois qu'on s'est rendu compte d'un concept qui était vraiment bizarre, qui est à la fin des années 90, où on se rend compte qu'il y a des épidémies d'infections urinaires à Escherichia coli. Mais on s'en rend compte sur du phénotype, c'est-à-dire qu'apparaît aux États-Unis un papier
magnifique, publié dans le New York, qui dit, tiens, c'est bizarre, on voit apparaître la résistance au Bactrim, je rappelle que c'était extraordinairement utilisé à cette époque-là pour le traitement des infections urinaires, y compris chez les femmes enceintes. On a l'impression de donner le Bactrim chez les femmes enceintes. Enfin, il y a des dizaines de millions de femmes qui ont reçu ça, et il ne s'est rien passé. C'est par déduction qu'on a dit que ça devait être mauvais, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas d'accident, c'est vrai. Donc, on a donné ça pendant des années, on a traité avec les sulfamides seuls ou avec le Bactrim, et on a vu apparaître la résistance au Bactrim. Et cette même résistance au Bactrim est apparue au fur et à mesure dans différents... La rayonnée, on a fini par voir qu'il y avait une épidémie d'Escherichia coli qui était résistant au Bactrim. Et dès qu'on est rentré dans l'ère génomique, on s'est rendu compte que c'était clonal. C'est-à-dire que c'était un seul clone qui était devenu pandémique et qui donnait une épidémie d'infection urinaire, qui était un truc qui était complètement invraisemblable avec le modèle que l'on connaissait, qui était... Et puis, alors, pour expliquer le parenthèse cabreux de la manière dont les femmes pouvaient avoir des infections urinaires, c'est parce qu'elles se lavaient trop, qu'elles se lavaient mal, parce qu'elles se... Enfin, tu sais ça, je veux dire, on ça, c'est horreurs. Donc, c'est pas vrai. Donc, c'était une épidémie. Comment on se fout une épidémie d'infection urinaire? C'était quand même une question étrange. Après, il y a un autre élément auquel on aurait dû penser quand on voyait ça, c'est que les Escherichia coli d'infection urinaire, ils ont une particularité, c'est pratiquement que des Escherichia coli d'origine aviaire. Ça vient des oiseaux, ça. Et on disait, tiens, c'est par coïncidence que les Escherichia coli qu'on appelle uropathogènes, en réalité sont des Escherichia coli d'oiseaux, aviaires. Et donc, on aurait pu déjà commencer à faire le lien en disant, écoutez, finalement, les épidémies, le fait que ces Escherichia coli soient d'origine aviaire, peut-être que finalement, c'est des épizooties et que c'est une zoonose liée à des épizooties. Ce qu'on pense maintenant, en tout cas, moi, je pense ça. Donc, il y a des zoonoses épidémiques. On sait que c'est vrai pour les staphylocoques dorés, on sait que c'est vrai maintenant pour Escherichia coli, on sait que c'est vrai pour les entérocoques subfécalis, les 3 équipes qui ont trouvé ça, bien que Jean-Marc Rollin traîne beaucoup à publier cette magnifique histoire de prélèvement de poules en accord avec l'épidémie. On a eu une épidémie d'infection urinaire à Enterococcus fécalis ici à Marseille, dans les quartiers nord. Donc on a eu d'un coup un pic qui a duré 3 mois. Donc on a cherché à faire l'investigation, et c'est là qu'on a trouvé que c'était tout. Donc c'est intéressant, c'est effectivement le poulet, en mangeant du poulet. Et donc on voit bien, on voyait bien quelque chose qui commençait à se passer, qui était, mais attendez, d'accord, mais si on mange ça, d'où ça passe, c'est pas, les gens ne sont pas frottés les organes génitaux avec le poulet, quand même. Donc ils l'ont mangé, d'accord, les mains, éventuellement les mains, ils ont mis les mains dans la bouche, c'est passé dans le tube digestif, chez Escherichia coli ça lui va très bien, et donc ils sont passés du tube digestif aux urines. Donc déjà, on pourrait le penser. Alors, on a commencé à travailler le microbiote digestif, vous verrez ça, et donc on se rend compte que finalement la plupart des bactéries du microbiote digestif et du microbiote urinaire sont les mêmes, que donc ça passe là. Et puis il y a eu plusieurs choses qui nous ont fait réfléchir à ça. Un magnifique travail fait à partir des vétérinaires sur la mamite des bovidés. La mamite des bovidés, c'est dû à des staphylocoques dorés, et quand on regarde la différence entre les bovidés qui ont une mamite et ceux qui n'ont pas de mamite, c'est que ceux qui n'ont pas de mamite ont des lactobacillus salivarius. Et si vous donnez des lactobacillus salivarius par la bouche à des vaches, vous retrouvez les lactobacillus dans le lait et elles ne font plus de mamite des bovidés. Et il y a des gens qui ont fait ça chez les femmes allaitantes et ça passe dans le lait. Vous leur donnez par la bouche, vous le retrouvez dans le lait et vous retrouvez effectivement une protection vis-à-vis de Staph aureus. Donc on avait le modèle expérimental de fait qui est, écoutez, vous prenez quelque chose, vous le mangez, et ce truc passe dans des liquides qui sont réputés stériles, qui ne sont pas du tout stériles, dont le lait, puis dont, pourquoi pas les urines. Et après, on a vu qu'effectivement, ça a été rapporté dans la littérature, les graisses fécales qui guérissent les infections urinaires, les mêmes bactéries qu'on trouve quand on consomme et qu'on trouve dans les urines, et donc en réalité, il y a un microbiote permanent, tout le monde a des bactéries dans la vessie. Ce microbiote comporte, y compris à l'état asymptomatique, des bactéries qui sont réputées pathogènes. Il y a sortir un papier dans la Turcom qui montre ça. En réalité, c'est qu'on a des Escherichia coli entérocoques à basse concentration dans une vessie normale. Et en réalité, ce que l'on croit qui se passe, en tout cas c'est ce que je crois moi, c'est que ces microbes qui vivent entre eux, de temps en temps, il existe des modifications de l'écosystème de l'appareil urinaire, qui peuvent être la déshydratation parce que les gens ne boivent pas assez, qui peuvent être une alcalinisation. On sait bien qu'il y a une différence d'acidité entre les affections urinaires et entre les gens qui ont une affection et les gens qui n'en ont pas, qui peut être la grossesse, avec le mécanisme de la grossesse, je ne sais pas ce que c'est,
Il est possible que ce soit l'ocytocine, en tout cas, c'est une hypothèse que je pense à peu près raisonnable, mais il y a des changements d'écosystème qui font que dans cet écosystème dans lequel il y a un équilibre de microbiens, il y a un déséquilibre se met en place, il y en a une qui se multiplie plus que les autres, et c'est parti, il y a une réaction inflammatoire, et donc il y a des symptômes d'infection urinaire. Donc c'est le point de concept auquel on est à peu près maintenant, en tout cas nous, sur les infections urinaires, où on est passé, vous voyez, d'un mode auquel il faudra s'habituer, qui est, on est à la fin du modèle pasteurien, dans la plupart des cas, on savait que ce n'était pas vrai, juste un microbe, un humain, et ça donne la maladie, et puis il n'y a jamais le microbe chez ceux qui ne sont pas malades, il y a toujours le microbe chez ceux qui sont malades, c'est pas vrai. Bien sûr, on savait qu'il y a le terrain, il y a le background génétique, il y a l'immunité, il y a l'âge, et puis il y a l'environnement microbien. Et donc, nous, dans notre génération, pour ceux qui sont capables de le comprendre, toutes les maladies infectieuses ne sont que des maladies d'écosystème. Et donc, dans lequel, bien entendu, il y a des joueurs qui jouent un rôle plus ou moins important, mais ça n'est que des maladies d'écosystème. Et les urines sont un des exemples les plus remarquables du fait que ce sont des maladies d'écosystème et ce ne sont pas des maladies. Un germe, une maladie, vous pouvez très bien avoir le même Escherichia coli dans les urines et ne pas être malade du tout, comme dans le tube digestif. Et c'est la leçon actuelle, c'est du coup, le diagnostic d'infection urinaire, ça reste le même, c'est-à-dire la valeur prédictive, c'est le nombre de bactéries, le nombre de polynucléaires qui prédit que ce que vous avez est une infection urinaire ou pas, mais ça ne teste pas la composition du microbiote de vos urines. Voilà, on en est. Voilà, je vous remercie.